Lorsque je suis rentré du travail, comme toujours vers 4 heures de l'après-midi, j'ai été accueilli par le silence familier qui régnait dans la maison. L'odeur subtile du café flottait encore dans l'air, rappelant qu'Anne était passée plus tôt, avant de partir pour sa journée bien remplie. La maison était impeccablement rangée, à l'image de notre routine soigneusement orchestrée. Nos vies avaient leur propre rythme, marqué par des engagements et des horaires divergents. Je travaillais pour une entreprise britannique, ce qui signifiait que mes journées commençaient avant même que le soleil ne se lève, ajustées pour se synchroniser avec leur fuseau horaire. Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à ce changement, mais avec le temps, j'ai appris à apprécier les matins calmes et solitaires où le monde semblait encore endormi. Anne, quant à elle, avait une vie complètement différente. En tant qu'agent immobilier, son travail s'articulait autour des besoins et des horaires de ses clients. Elle quittait souvent la maison peu après moi et ne rentrait souvent que tard dans la nuit. Son emploi du temps était un casse-tête permanent, une danse compliquée qui nous permettait rarement de passer du temps ensemble. Au début de notre mariage, lorsque nous vivions encore dans un petit appartement, nous avions adopté un tableau noir dans la cuisine pour coordonner nos horaires. Même après avoir déménagé dans une maison plus grande, nous avons maintenu la tradition. Ce tableau noir était le reliquaire de nos vies, un endroit où nous laissions des notes et des messages l'un pour l'autre. Au début, ces notes étaient pleines d'amour et de tendresse, des petits mots comme « j'ai hâte de te voir »,« Cookie », un surnom affectueux datant de nos premiers jours ensemble. Anne répondait toujours par un mot tout aussi affectueux, faisant de chaque message un rappel de l'amour que nous partagions. Mais au fil du temps, ces notes ont changé. Le romantisme a cédé la place à des messages pratiques, des notes rapides sur les projets de la journée. Ce jour-là, j'ai trouvé une simple note « Je travaille encore tard ». Un message direct, sans fioriture, qui résumait la routine qui dominait désormais nos vies. J'ai laissé ma mallette sur le comptoir de la cuisine et je me suis approché du tableau. J'ai passé mes doigts sur l'un des anciens messages encore visibles en arrière-plan, lointain écho de l'époque où nos vies semblaient plus imbriquées. La routine, qui avait été un réconfort, semblait maintenant un fardeau, une répétition incessante qui usait la flamme qui avait brillé si forte entre nous. Assise à la table de la cuisine, je regardais autour de moi et voyais les signes de notre vie commune. Les photos des voyages passés, les aimants sur le réfrigérateur que nous avions collectionnés au fil des ans, souvenirs d'une époque où notre lien était palpable et vibrant. Mais maintenant, nous étions comme deux étrangers, coexistant sous le même toit, unis seulement par des responsabilités partagées et une routine qui n'apportait plus de joie. Avec un soupir, j'ai pris un morceau de craie et j'ai écrit un nouveau message sur le tableau. « Tu me manques, Anne. On dîne ensemble demain ?» C'était un petit geste, une tentative de raviver quelque chose qui semblait s'éteindre. J'ai mis la craie de côté et j'ai regardé les mots, espérant qu'ils feraient une différence, qu'ils franchiraient la barrière qui s'était formée entre nous. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres de la cuisine, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de mélancolie. Notre routine, si soigneusement construite, montrait ses fissures. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait changer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Au début, Anne était la lumière de mes jours, et moi la sienne. Notre vie commune était faite de moments partagés, de rires et de rêves alignés. Mais elle a décidé de poursuivre une carrière d'agent immobilier, et tout a commencé à changer. Les premiers mois ont été un mélange d'excitation et de défis. Anne était amoureuse de sa nouvelle profession, et je ne pouvais pas la blâmer. Elle aimait aider les familles à trouver la maison de leurs rêves et son enthousiasme était contagieux. Mais au fil du temps, cet enthousiasme a commencé à nous éloigner l'une de l'autre. Ces soirées étaient remplies de visites de propriétés et de réunions avec les clients, et nos dîners ensemble sont devenus rares. En rentrant à la maison, je trouvais le tableau d'affichage rempli de notes sur ses activités. Visite à 18 heures, réunion avec des acheteurs à 20 heures. Chaque note me rappelait la distance croissante qui nous séparait. J'ai essayé de m'adapter, mais il était difficile de ne pas ressentir son absence. Les nuits solitaires sont devenues la norme et la maison semblait plus vide sans le son de sa voix, sans sa présence chaleureuse à mes côtés.
La situation s'est encore aggravée lorsqu'Anne a décidé de se présenter au conseil municipal. Je me souviens du jour où elle m'a annoncé sa décision. Nous étions assises à la table de la cuisine et ses yeux brillaient d'excitation. « Je veux faire la différence, aider notre communauté », a-t-elle dit, et je savais qu'elle était sincère. Bien que je sois fier de son ambition, une partie de moi craignait ce que cela signifierait pour nous. La campagne politique d'Anne a transformé nos vies. Elle était constamment occupée, participant à des événements, des réunions et des débats. De plus en plus, j'avais l'impression d'être un spectateur dans sa vie, regardant de loin comment elle se lançait dans de nouvelles aventures. Et chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle se mettait en colère, m'accusant d'être jalouse et de ne pas soutenir ses rêves. La tension entre nous s'est accrue et nos conversations sont devenues plus rares et plus superficielles. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une phase, que tout reviendrait bientôt à la normale. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de fondamental avait changé. Anne était devenue plus froide, plus distante. Ses étreintes étaient brèves, ses baisers précipités. Et lorsqu'elle était à la maison, son esprit semblait ailleurs, pris par les soucis et les responsabilités de son nouveau travail. Un soir, après l'une de ses nombreuses réunions du conseil d'administration, elle est rentrée tard, épuisée. Je l'attendais dans le salon, mais au lieu de me rejoindre, elle est allée directement dans son bureau, fermant la porte derrière elle. Je me suis assis sur le canapé, regardant la porte fermée, ressentant une solitude écrasante. Notre relation semblait se désintégrer et je ne savais pas comment y remédier. Les week-ends, qui nous étaient auparavant réservés, étaient désormais occupés par des événements communautaires et des visites des lecteurs. Les rares fois où nous parvenions à passer du temps ensemble, j'avais l'impression qu'il y avait une barrière invisible entre nous, quelque chose qui nous empêchait de nous reconnecter. Je la voyais se consacrer sans relâche au travail et à la politique, et je me demandais où était la femme que j'avais connue, celle qui partageait mes rêves et mes aspirations. Un jour, lors d'un dîner improvisé, j'ai essayé de lui parler de ce que je ressentais. « Anne, j'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre », ai-je dit en essayant de rester calme. Elle a levé les yeux de son téléphone portable, surprise et impatiente. « Je fais ça pour nous, pour notre communauté », a-t-elle répondu, comme si cela justifiait tout. Et elle est retournée à son message, me laissant avec des mots coincés dans la gorge. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Je me suis retrouvé de plus en plus isolé, essayant de combler le vide par le travail et les loisirs, mais rien ne semblait suffire. Notre maison, qui avait été un havre d'amour et d'affection, ressemblait maintenant à un espace vide et froid, plein de souvenirs de ce qui avait été. C'est ainsi que la distance entre nous s'est creusée, silencieuse et implacable, menaçant d'engloutir tout ce que nous avions partagé autrefois. Et moi, prisonnier de la routine, j'assistais impuissant à l'éloignement de la femme que j'aimais. Je me souviens du moment exact où j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. C'était une soirée ordinaire, Anne était dans son bureau, entourée de piles de documents et de dossiers. J'étais dans la cuisine, en train de me préparer une tasse de thé, lorsque j'ai entendu son téléphone vibrer sans cesse. En temps normal, je n'y aurais pas prêté attention, mais ce soir-là, quelque chose dans le ton de ses marmonnements lorsqu'elle a répondu à l'appel m'a dérangé. Elle a raccroché rapidement lorsque je suis entré dans la pièce, un geste qui n'est pas passé inaperçu. Qui était-ce ? Demandai-je avec désinvolture, en essayant de masquer ma curiosité. Oh, juste un client, a-t-elle répondu, sans lever les yeux des papiers qu'elle avait devant elle. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une note de nervosité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Les semaines suivantes ont été une succession de petits indices, chacun alimentant ma suspicion grandissante. Anne a commencé à sortir de plus en plus tard, prétextant des engagements professionnels qui semblaient sortir de nulle part. Et chaque fois que je l'interrogeais sur ses engagements, ses réponses étaient évasives, comme si elle cachait quelque chose. Un soir, après l'une de ces longues journées, elle est rentrée à la maison les cheveux ébouriffés et avec une expression de fatigue qui semblait plus émotionnelle que physique. « La journée a été dure », dit-elle en essayant de sourire. Je voulais la croire, je voulais penser.
Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Que ce n'était que le stress du travail. Mais l'ombre du doute était déjà là, et je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai commencé à observer Anne de plus près, à la recherche de signes qui pourraient confirmer mes soupçons. J'ai remarqué qu'elle protégeait davantage son téléphone, qu'elle ne le perdait jamais de vue. Ses SMS étaient rapides et furtifs, et dès que je m'approchais, elle verrouillait l'écran ou changeait de sujet. Un samedi matin, alors qu'elle partait pour une réunion urgente avec un client, j'ai décidé de la suivre. Je n'en étais pas très fier, mais le besoin de réponse l'a emporté sur mon hésitation. J'ai roulé à bonne distance, sentant mon cœur battre plus vite à chaque kilomètre. Finalement, elle s'est arrêtée devant un café à l'autre bout de la ville, un endroit où nous allions rarement. Je me suis garé de l'autre côté de la route et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, j'ai vu un homme s'approcher d'Anne. Il était grand, bien habillé, et la façon dont ils se sont salués montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple client. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac en les voyant entrer ensemble dans le café, riant et discutant avec une intimité qui me rendait malade. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, essayant d'assimiler ce que j'avais vu. Quand Anne est rentrée chez elle ce soir-là, je l'attendais. Je lui ai demandé comment s'est passée la réunion, en essayant de garder une voix neutre. Elle a hésité un instant, juste assez longtemps pour que je sache qu'elle mentait. « C'était bien, nous avons réussi à conclure l'affaire », a-t-elle répondu en souriant de manière convaincante. Cette nuit-là a marqué le point de non-retour pour moi. Je savais que j'avais besoin de plus de preuves, de quelque chose de concret qui puisse la confronter. Le doute initial s'était transformé en un besoin désespéré de connaître la vérité. Chaque sourire, chaque contact, chaque mot d'Anne semblait désormais contaminé par le poison de la méfiance. C'est ainsi que l'ombre du doute a continué à grandir, assombrissant chaque moment que nous passions ensemble. J'étais déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Ce qui avait été une vie de routine et de sécurité se transformait maintenant en un champ de mines de secrets et de mensonges, où chaque pas pouvait révéler quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Les jours suivants ont été marqués par l'incertitude et l'angoisse. Chaque moment passé avec Anne était un mélange d'amour et de méfiance, un jeu constant consistant à essayer de lire entre les lignes de ses mots et de ses gestes. Le doute m'envahissait et je savais que je devais prendre une décision. C'est un mardi après-midi, alors que j'étais au bureau, que l'idée s'est cristallisée dans mon esprit. J'étais devant mon ordinateur, essayant de me concentrer sur mon travail, mais l'image d'Anne avec cet homme dans le café me revenait sans cesse à l'esprit. Ma productivité avait chuté et j'étais au bord de la crise émotionnelle. C'est alors qu'une idée m'est venue à l'esprit, engager un détective privé. Ce soir-là, après un dîner calme et tendu, j'ai attendu qu'Anne se couche pour prendre mon ordinateur portable. Je me suis assis à la table de la cuisine, là où tant de conversations heureuses avaient eu lieu, et j'ai commencé mes recherches. Il y avait des dizaines d'options, chacune promettant de révéler la vérité, mais il était difficile de savoir à qui faire confiance. Après des heures de recherche, j'ai trouvé un article sur le site web des Nouvelles Locales concernant une agence de détectives réputée, dirigée par Bradley Masterson. Il y avait des témoignages de clients satisfaits et même une interview de Masterson, où il parlait de son engagement en faveur de la vérité et de la justice. Quelque chose dans son comportement et dans sa façon d'aborder les affaires m'a mis en confiance. J'ai décidé qu'il était la bonne personne pour le poste. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agence. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué la situation à la réceptionniste, qui m'a assuré que Masterson était discret et professionnel. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain, et j'ai senti un mélange de soulagement et de peur m'envahir. Lorsque je suis entré dans l'agence, j'ai été accueilli par une femme à l'air sérieux qui m'a conduite au bureau de Masterson. C'était un homme imposant, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers moi. Il me salua d'une poignée de main ferme et m'invita à m'asseoir. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui » demanda-t-il, d'une voix calme et contrôlée.
J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à lui raconter mon histoire, depuis les premiers signes de méfiance jusqu'à notre rencontre au café. Pendant que je parlais, Masterson m'écoutait attentivement, prenant parfois des notes. Lorsque j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un moment, réfléchissant à ce que j'avais dit. « Je comprends votre situation », a-t-il finalement déclaré. « Il est clair qu'il se passe quelque chose, mais nous avons besoin de preuves concrètes. Cela peut être difficile et douloureux, mais je suis là pour vous aider. »« Combien cela va-t-il coûter ?» ai-je demandé, me préparant au pire. Masterson a mentionné un montant qui m'a fait déglutir, mais il a rapidement expliqué les détails. Nous utiliserons une équipe de professionnels, du matériel de surveillance et des techniques d'enquête avancées. Cela inclut une surveillance constante et des rapports détaillés de nos découvertes. Je vous garantis que cela en vaut la peine. Je savais que je n'avais pas d'autre choix. J'ai acquiescé, confirmant mon accord, et il m'a assuré que son équipe commencerait immédiatement. En quittant l'agence, un poids semblait avoir été enlevé de mes épaules, mais un autre, peut-être encore plus lourd, prenait sa place, l'attente de ce qui allait suivre. Les jours qui ont suivi n'ont été que pure angoisse. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'emballait, craignant que ce soit Masterson qui m'annonce une nouvelle dévastatrice. Anne poursuivait sa routine comme si de rien n'était, inconsciente de la tempête qui se préparait autour de nous. Et puis, par un froid vendredi soir, j'ai reçu l'appel. « Nous avons des informations pour vous », a dit Masterson, la voix inchangée. « Je pense que vous devriez venir ici et que nous pourrions en discuter en personne. » Mon estomac s'est noué, mais j'ai accepté. J'ai conduit jusqu'à l'agence, mes mains transpirant sur le volant. À mon arrivée, Masterson m'a fait entrer dans son bureau, où il y avait un dossier sur la table. « Je veux que vous voyiez ceci », a-t-il dit en poussant le dossier vers moi. Les mains tremblantes, je l'ai ouvert et j'ai commencé à examiner les photos et les rapports. Chaque image, chaque détail, était un coup de poignard dans mon cœur. Anne, ma Anne, dans des situations compromettantes, trahissant la confiance que nous avions construite ensemble. Assis là, avec les preuves irréfutables devant moi, je ressentais un mélange de tristesse, de colère et de trahison. Ma décision d'enquêter avait été douloureuse, mais nécessaire. Et maintenant que la vérité avait été révélée, je devais faire face à ce qui allait suivre, quelle que soit l'issue de ce cauchemar. L'obscurité de la nuit semblait plus épaisse alors que je quittais l'agence, mon esprit tourbillonnant de pensées sur la façon d'affronter Anne, sur la façon de gérer la dévastation que cette découverte apportait. Le trajet jusqu'à la maison n'a jamais semblé aussi long, et chaque kilomètre parcouru était un compte à rebours vers l'inévitable confrontation qui changerait nos vies à jamais. L'horloge dans le coin de la pièce indique 9h05 lorsque j'entre dans le bureau de Bradley Masterson. L'agence, située en plein centre-ville, est un mélange d'élégance et d'efficacité, avec des meubles en bois sombre et des murs tapissés d'étagères remplies de chemises et de dossiers. Une femme à l'air sérieux me conduit dans une salle d'attente où flotte une odeur de café frais. « Monsieur Masterson arrive tout de suite », dit-elle avant de disparaître par une porte latérale. Je me suis assis dans un fauteuil confortable, mais l'anxiété faisait que mon corps était comme du plomb. Chaque minute qui passait me paraissait une éternité, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau, révélant un homme de grande taille dans un costume impeccable, au regard pénétrant. « Monsieur », dit-il en regardant le formulaire qu'il tenait dans sa main. « David ? Enchanté. Je suis Bradley Masterson. » Sa voix était ferme, mais il s'en dégageait un calme rassurant. Il m'a tendu la main et je l'ai serrée, sentant la sécurité dans sa poigne. « Suivez-moi, s'il vous plaît », dit-il en me conduisant à un bureau au bout du couloir. La pièce était spacieuse, avec une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin, éclairant un bureau méticuleusement organisé. Masterson me montra une chaise en face de son bureau et s'assit de l'autre côté, posant soigneusement le dossier qu'il tenait sur la surface polie. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui » demanda-t-il, d'une voix douce mais professionnelle. J'ai pris une grande inspiration, essayant d'organiser mes pensées. « Je soupçonne ma femme, Anne, de me tromper »,
ai-je commencé, sentant une boule se former dans ma gorge. Au cours des derniers mois, les choses ont changé. Elle est plus distante, ses excuses pour s'absenter de la maison sont de plus en plus vagues, et je l'ai vue avec un autre homme. Masterson a hoché la tête, notant quelque chose sur un bloc-notes. Masterson acquiesce et note quelque chose sur un bloc-notes, je vois. Et vous aimeriez que nous enquêtions pour confirmer vos soupçons, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, en essayant de contenir l'émotion dans ma voix. Oui. J'ai besoin de preuves, de quelque chose de concret. Je ne peux pas continuer comme ça sans connaître la vérité. Il m'a étudié un moment, ses yeux évaluant ma sincérité. Je comprends votre situation, David. Ce genre d'affaire est toujours délicat, et je la traiterai avec la plus grande confidentialité et le plus grand professionnalisme. Il marque une pause, puis poursuit. Nous utiliserons toutes les ressources disponibles. Surveillance, contrôle des communications et toute autre méthode nécessaire pour obtenir les réponses que vous attendez. Combien cela coûtera-t-il? Demandai-je, redoutant la réponse. Masterson a mentionné un chiffre qui m'a retourné l'estomac, mais il a rapidement expliqué en détail ce que le coût couvrirait. Une équipe d'enquêteurs dévoués, un équipement de pointe et la garantie d'un rapport détaillé avec toutes les découvertes. Je sais que c'est un investissement important, mais vous aurez la certitude que vous recherchez, a-t-il dit avec une assurance qui m'a presque rassuré. J'ai réfléchi un instant, mesurant toutes les implications. Engager un détective était une démarche sérieuse, mais il me fallait la vérité, quel qu'en soit le prix. J'ai fini par dire « D'accord. Faisons-le ». Masterson tendit à nouveau la main et je la serrai, scellant ainsi notre accord. « Nous commençons immédiatement, a-t-il dit. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider à trouver la vérité. » En quittant le bureau de Masterson, je me suis senti soulagé d'un poids, mais un autre poids, peut-être encore plus lourd, a pris sa place, l'attente de ce qui allait suivre. La décision avait été prise, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que la vérité ne soit révélée. Chaque pas que je faisais sur le trottoir devant l'agence était un compte à rebours vers un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finirait par éclater. C'est un vendredi après-midi que le téléphone a sonné. Le son, normalement inoffensif, ressemblait à un coup de tonnerre et faisait s'emballer mon cœur. J'ai décroché le combiné, les mains tremblantes, et j'ai vu le nom Bradley Masterson clignoter sur l'écran. « Allô ?» ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. « David, nous avons des informations pour vous, » dit Masterson, d'une voix ferme et inchangée. « Je pense que nous devrions en discuter en personne. Pouvez-vous venir à l'agence ?» Mon estomac s'est retourné. « Oui, je serai là dans 20 minutes. » Le trajet jusqu'à l'agence me semble plus long que jamais. Chaque feu rouge, chaque voiture lente devant moi augmentait mon anxiété. Lorsque j'arrivai enfin, je me rendis directement à la réception, où la même femme à l'air sérieux me conduisit au bureau de Masterson. Il m'a accueilli d'un signe de tête et d'un regard qui ne révélait rien. « David, je vous en prie, asseyez-vous » me dit-il en me désignant la chaise qui se trouve devant son bureau. Sur la table se trouvait un dossier brun, apparemment inoffensif, mais dont je savais qu'il contenait la vérité que je craignais tant. « Je veux que vous voyiez ceci » dit Masterson en poussant le dossier vers moi. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le dossier. Les premières photos montraient Anne sortant d'une voiture que je ne reconnaissais pas, entrant dans un restaurant avec un homme grand et bien habillé. Mon cœur s'est emballé et ma vision s'est brouillée, mais j'ai continué à feuilleter les photos. Ils étaient là, assis à une table dans un coin discret, souriant, échangeant des regards complices. Sur une autre photo, je vois Anne et l'homme quitter le restaurant en se tenant par la main, riant comme des adolescents amoureux. Mais le coup de grâce est venu sur les dernières photos. Anne et l'homme se trouvaient dans une maison que j'ai reconnue comme l'une des propriétés qu'elle vendait. Les images les montraient entrant ensemble dans la maison, puis en sortant, enlacés, dans des poses intimes qui ne laissaient aucune place au doute. Chaque photo était un coup de poignard dans mon cœur. Je voulais détourner le regard, mais je n'y arrivais pas.
La douleur de la trahison était écrasante, un poids qui m'écrasait. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que j'essayais d'assimiler ce que je voyais. « David, je sais que c'est difficile, » dit Masterson, sa voix semblant lointaine, comme venue d'un autre monde. « Mais maintenant, vous avez la vérité. » J'ai refermé le dossier lentement, comme si cela allait effacer ce que j'avais vu. « Merci, Masterson, » ai-je marmonné, ma voix sortant à peine. J'ai besoin d'un moment. Je me suis levé et j'ai quitté le bureau, me sentant comme un fantôme, vide à l'intérieur. La lumière du soleil à l'extérieur semblait cruelle, contrastant avec l'obscurité que je ressentais. J'ai marché sans but dans les rues, les images des photos repassant dans mon esprit comme un film d'horreur. Je suis rentré chez moi et me suis assis sur le canapé, là où Anne et moi avions l'habitude de passer nos soirées à discuter et à rire. Maintenant, tout cela semblait être un mensonge, une illusion cruelle. J'ai pris une photo de nous à notre mariage, souriant, plein d'espoir et d'amour. La douleur de voir ces visages heureux, de savoir ce que notre vie était devenue, était insupportable. La colère a commencé à monter, mêlée à la tristesse et au désespoir. Comment a-t-elle pu faire cela? Comment quelqu'un que j'aimais tant a-t-il pu me trahir de la sorte? Les questions s'accumulaient, mais les réponses ne venaient pas. La découverte de l'infidélité d'Anne n'était pas seulement un abus de confiance, c'était la destruction d'un monde que je croyais solide. Je savais qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait pareil. L'impact émotionnel a été dévastateur, un trou noir qui a aspiré toute la joie et l'espoir que j'avais. Assise dans le noir, j'ai réalisé que ma vie et notre mariage ne seraient plus jamais les mêmes. Même si mon cœur était brisé par les photos et la trahison d'Anne, une partie de moi refusait d'abandonner. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, je devais essayer de sauver notre mariage. S'il y avait une chance de réconciliation, je devais la saisir de toutes mes forces. C'est ainsi que j'ai eu l'idée d'un week-end romantique, quelque chose qui pourrait raviver la flamme entre nous. J'ai commencé à planifier minutieusement, en me concentrant sur chaque détail. La première étape consistait à s'assurer qu'Anne avait un week-end libre. J'ai attendu une soirée tranquille, alors qu'elle se détendait sur le canapé, et j'ai demandé avec désinvolture « Anne, as-tu quelque chose de prévu pour ce week-end » Elle m'a regardé, surprise par cette question inattendue. Pas vraiment. Pourquoi pas? J'ai pris une grande inspiration, essayant de cacher ma nervosité. Je me disais qu'on pourrait peut-être passer un peu de temps ensemble, juste tous les deux. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait quelque chose comme ça. Elle hésite un instant, puis finit par acquiescer. D'accord, David. Essayons. Le week-end étant confirmé, j'ai commencé à tout organiser. Le vendredi, je me suis rendu chez le fleuriste local et j'ai acheté un bouquet de roses rouges, les préférées d'Anne. Lorsqu'elle est rentrée du travail, les fleurs l'attendaient sur la table de la cuisine, accompagnées d'un mot d'amour. Pour commencer notre week-end spécial, disait le mot. J'ai hâte de passer du temps ensemble. Je t'aime, David. Anne a souri en lisant le mot, un aperçu du sourire que j'aimais tant. Merci, David. C'est très gentil. Ce soir-là, j'ai commandé des plats dans son restaurant méditerranéen préféré. Nous avons dressé la table avec des bougies et nous avons mangé à leur lumière, en discutant de choses insignifiantes et en évitant soigneusement les sujets difficiles. C'était une tentative de recréer les moments heureux du passé. Le samedi matin, je me suis levé tôt et j'ai préparé un petit déjeuner spécial pour elle. Des crêpes avec des fruits frais, du jus d'orange fraîchement pressé et du café aromatique. J'ai apporté le plateau dans la chambre et je l'ai réveillée en douceur, en posant son petit déjeuner sur le lit. « Bonjour, mon amour », lui ai-je dit doucement. « J'ai préparé ton petit déjeuner préféré. » Elle s'est redressée, les yeux encore endormis, mais un doux sourire sur les lèvres. « Tu as vraiment fait un effort, David. Merci. » Après le petit déjeuner, je l'ai emmenée dans un spa local où je lui ai réservé un traitement complet. Massage, bain d'eau furo et soins de la peau.
Pendant qu'elle se détendait et se laissait dorloter, j'espérais que la tension entre nous commencerait à s'apaiser. Le soir, j'ai préparé le dîner à la maison, ce que nous n'avions pas fait depuis longtemps. J'ai préparé le plat préféré d'Anne, accompagné d'un bon vin. Nous avons allumé le feu et dîné là, sur le tapis du salon, comme nous le faisions dans les premières années de notre mariage. Tu as vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? Dit Anne en buvant une gorgée de vin. J'ai acquiescé en la regardant dans les yeux. Je veux juste que nous nous retrouvions, Anne. Nous nous manquons tous les deux. Elle n'a pas répondu, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qui m'a donné de l'espoir. Dimanche, j'ai pris le temps de me promener dans le parc où nous avions l'habitude de nous rendre. Le temps était agréable, le soleil brillait et l'air frais nous enveloppait tandis que nous marchions côte à côte, discutant de vieux souvenirs et riant de blagues que nous étions les seuls à comprendre. Le soir, nous avons fait l'amour comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. Il y avait une tendresse et une passion que je pensais perdues, mais elles étaient là, vivantes à nouveau. Le lundi, j'ai retrouvé l'espoir. Le week-end avait été merveilleux et il semblait que nous avions fait un grand pas vers la reprise de contact. Avant de partir au travail, j'ai laissé une note affectueuse sur le tableau d'affichage. Merci pour ce week-end extraordinaire. Je t'aime, Anne. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en dépit de ses efforts, Anne luttait contre ses propres problèmes. Effort, Anne luttait contre ses propres émotions et ses propres secrets. Elle avait souri, elle avait ri, mais il semblait manquer quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Pourtant, à ce moment-là, j'ai cru que notre réconciliation était possible. Je suis parti au travail avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Tout au long de la journée, je n'ai cessé de repenser au moment que nous avions partagé ce week-end. J'espérais qu'Anne ressentait la même chose, qu'elle reconsidérait les choix qu'elle avait faits et que, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions retrouver notre chemin l'un vers l'autre. À la fin de la journée, je suis rentré directement chez moi, impatient de voir Anne. J'ai franchi la porte et je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai trouvée dans le salon, assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Quelque chose dans l'air me semblait anormal. J'ai appelé doucement en m'approchant. « Anne, tout va bien ?» Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu des larmes dans ses yeux. « David, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est effondré. Ces mots n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Je me suis assis à côté d'elle, attendant le coup. « J'apprécie tout ce que tu as fait ce week-end, » a-t-elle commencé, la voix tremblante. « C'était merveilleux. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Cela ne change pas ce que j'ai fait. Anne, je sais que nous avons fait des erreurs. J'ai aussi ma part de responsabilité. Mais nous pouvons surmonter cela ensemble. Je crois que nous pouvons encore. » Elle m'a interrompu en secouant la tête. « David, je me suis trop impliqué avec Harold. Ce n'était pas qu'une fois, ce n'était pas qu'une erreur. C'était une relation. Et je ne sais pas si je peux revenir en arrière. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Tous les espoirs que j'avais construits pendant le week-end se sont effondrés en un instant. Mais Anne, je t'aime. Nous avons une vie ensemble. Nous pouvons arranger les choses. » Elle a soupiré, les yeux pleins de douleur. « Je t'aime aussi, David. Et c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Je ne sais pas ce que je veux en ce moment. Je suis confuse et perdue. » Je suis resté là, sans voix, essayant de comprendre ce qu'elle disait. La douleur de sa trahison était encore une plaie ouverte, et maintenant il semblait que le week-end que j'avais espéré être un nouveau départ n'était qu'une brève pause dans une longue descente. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» demandai-je finalement, ma voix étant presque un murmure. « J'ai besoin de temps, David. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre mes sentiments. » Je me suis levé lentement, chaque mouvement étant empreint de tristesse. « Si c'est ce dont tu as besoin, alors je te donnerai l'espace que tu veux. Mais s'il te plaît, Anne, ne nous abandonne pas. Il y a encore quelque chose ici,
quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Elle a hoché la tête, incapable de me regarder directement. Je suis allé dans la chambre d'amis, où je resterai pour le moment. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond, sentant le poids de la solitude et de l'incertitude. Le week-end avait été un beau rêve, mais la réalité était de nouveau devant moi, dure et impitoyable. Et je savais que, malgré tous mes efforts, l'avenir de notre mariage restait incertain. Après ce week-end qui m'avait redonné un peu d'espoir, je sentais que tout allait s'écrouler à nouveau. La trêve fragile entre Anne et moi était sur le point de se rompre. Je savais que les choses ne seraient pas faciles, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. C'était un mardi ordinaire, et j'avais quitté le travail tôt pour essayer une fois de plus de parler à Anne. Je voulais essayer une approche différente, peut-être même suggérer une thérapie de couple. Je suis arrivé chez moi plein de détermination, mais aussi de nervosité. En entrant, j'ai trouvé Anne assise dans le salon, le regard perdu dans la télévision éteinte. J'ai pris une grande inspiration et je me suis approché d'elle, en essayant de trouver les mots justes. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais je crois vraiment que nous pouvons nous en sortir ensemble. Nous pouvons obtenir de l'aide, des conseils, tout ce qu'il faut. Je veux juste que nous essayions. Elle m'a regardé d'un air où se mêlaient épuisement et frustration. David, je t'ai déjà dit que je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais combien de temps, Anne? De combien de temps as-tu besoin? Je suis là, prête à me battre pour nous, mais je ne peux pas le faire seul. La tension était palpable dans l'air. Soudain, elle se lève brusquement, les yeux brûlants de colère. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je n'essaie pas? Je ne sais plus. Avant que je puisse répondre, elle s'élança en avant et me donna une gifle sur le visage, un coup qui me prit complètement au dépourvu. La douleur physique était passagère, mais la douleur émotionnelle était écrasante. Je l'ai regardée avec incrédulité. Anne, qu'est-ce que? Je ne peux plus faire ça, David, a-t-elle crié, des larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas. Je me sens étouffé, piégé dans quelque chose que je ne sais pas si je veux continuer. La colère et la douleur se mêlent en moi, et tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je ne souffre pas moi aussi? Je suis là, à essayer de sauver notre mariage, alors que toi, tu me pousses de plus en plus loin. Elle se retourne, le corps tremblant d'émotion. C'est peut-être mieux ainsi, David. Peut-être que c'est mieux si nous nous séparons pour de bon. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme une lame froide. C'est ce que tu veux? Ai-je demandé, la voix brisée. Veux-tu vraiment abandonner tout ce que nous avons construit ensemble? Elle n'a pas répondu, elle est restée là, en silence, le visage taché de larmes. La douleur dans ma poitrine était insupportable, mais je savais qu'il n'y avait plus rien à dire à ce moment-là. Les mots qu'elle ne pouvait pas dire étaient plus forts que tout. Je me suis éloigné lentement, sentant le poids de l'échec sur mes épaules. Chaque pas que je faisais loin d'elle me semblait plus lourd que le précédent. Je suis entré dans la chambre d'amis, fermant la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre le mur, glissant sur le sol alors que les larmes que je retenais commençaient à couler. La tentative de réconciliation avait non seulement échoué, mais elle avait aussi fait remonter à la surface une douleur encore plus grande. La confrontation directe avait clairement montré que, malgré tous mes efforts, la distance entre nous était insurmontable à ce stade. Le rejet d'Anne avait été comme un coup de grâce, le signe que nous ne pourrions peut-être pas revenir en arrière. Assis dans le noir, je me demandais comment nous en étions arrivés là. Où nous étions-nous trompés? Et, surtout, y avait-il quelque chose à faire pour sauver ce qu'il restait de nous? La nuit a apporté plus de questions que de réponses, et le silence était la seule compagnie que j'avais en ce moment sombre. Le soleil commençait à se coucher lorsque je quittai enfin la maison, encore absorbé par la douleur de ma confrontation avec Anne. Mon esprit était en proie à toutes sortes d'émotions et je sentais que j'avais besoin d'air frais, de quelqu'un à qui parler, de n'importe quoi pour m'aider à comprendre ce qu'il fallait faire ensuite.
J'ai conduit jusqu'au café local où je savais que je pourrais trouver Amy. Après tout, elle avait été une amie proche à l'université et travaillait maintenant comme reporter pour une chaîne d'information locale. Je suis entré dans le café et je l'ai vue assise à une table au fond, concentrée sur son ordinateur portable. Je me suis approché d'elle, hésitant. Elle a levé la tête à mon approche, ses yeux se sont légèrement écarquillés lorsqu'elle m'a reconnu. « David, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Bonjour, Amy. Je peux m'asseoir avec vous un moment ?» ai-je demandé, en essayant de lui rendre son sourire, malgré ma tempête intérieure. « Bien sûr, bien sûr. Assieds-toi, » me répond-elle en écartant doucement l'ordinateur portable. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, puis les mots ont commencé à sortir de moi, comme si une digue s'était rompue. J'ai tout dit à Amy, sur Anne, sur Masterson, sur le fait que j'étais complètement perdu. Amy m'écoutait attentivement, le regard sérieux et compréhensif. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré en secouant la tête. « David, je suis désolé que tu traverses cette épreuve. »« Je le suis vraiment », a-t-elle commencé en choisissant soigneusement ses mots. « Je connais Masterson. Je connais Masterson. » Il est, eh bien, c'est un personnage complexe. Je sais qu'il a la réputation d'être très direct, parfois même un peu agressif, mais il a toujours été professionnel avec moi. « Mais qu'en est-il d'Anne ?» demandai-je, cherchant désespérément des réponses. Amy s'est mordu la lèvre, pensivement. « Anne, c'est une histoire compliquée. Je ne connais pas tous les détails, mais je pense qu'elle est impliquée dans plus de choses que vous ne le pensez. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, la curiosité piquée. Elle a hésité un moment, regardant autour du café pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Puis elle s'est penchée un peu plus près de moi. « David, je pense que tu as besoin d'en savoir plus sur ce qu'Anne a fait ces derniers temps. Je sais qu'elle est impliquée dans la politique, mais ce n'est pas tout. Elle a fait des choses qui... Eh bien, ce n'est pas vraiment agréable, dit Amy, la voix basse et pleine d'inquiétude. Mon cœur se met à battre plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire par pas vraiment cool? Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Amy regarde à nouveau autour d'elle avant de poursuivre. Elle est impliquée dans des transactions immobilières qui ne sont pas tout à fait éthiques. J'ai entendu certaines choses, vu certains documents. David, je ne connais pas les détails exacts, mais Anne prend un risque. Et si Masterson est impliqué, cela pourrait être très dangereux. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Tout semblait se dérouler devant moi. Anne n'était pas seulement infidèle, elle était impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grave et potentiellement illégal. Que dois-je faire? Demandai. Cespre. Amy a posé sa main sur la mienne, le visage sérieux et compatissant. Tu dois enquêter sur cette affaire, David. Tu dois découvrir la vérité. Je peux t'aider à obtenir les informations dont tu as besoin. J'ai quelques contacts qui pourraient être utiles. J'ai acquiescé, sentant une nouvelle détermination s'allumer en moi. Merci, Amy. Merci de me l'avoir dit. Elle a souri faiblement. C'est à cela que servent les amis, n'est-ce pas? Nous nous sommes ensuite dit au revoir et j'ai quitté le café avec un nouvel objectif. Je savais qu'il me restait beaucoup de travail à faire, beaucoup de questions à résoudre. Mais maintenant, j'avais un chemin à suivre, un chemin qui pourrait enfin me conduire à la vérité sur Anne et sur tout ce qui se passait dans sa vie. Les semaines qui ont suivi la rencontre avec Amy ont été riches en émotions pour David. Il passe des nuits blanches à réfléchir à ce qu'Amy lui a dit. De plus en plus, les pièces du puzzle s'emboîtent dans son esprit, révélant un tableau bien plus sombre que ce qu'il aurait pu imaginer. David savait qu'il avait besoin de plus de réponses, et il a donc organisé une autre rencontre avec Amy. Ils se sont retrouvés dans un parc tranquille, à l'abri des oreilles indiscrètes, pendant qu'Amy lui racontait tout ce qu'elle avait découvert. « David, j'ai fait d'autres recherches. Masterson n'est pas seulement un détective privé.
Il a des relations avec des gens influents de la ville et ils sont impliqués dans un plan plus vaste qui va au-delà de la simple poursuite de suspects, commence Amy en choisissant ses mots avec soin. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda David, la voix tendue par l'attente. Ils sont impliqués dans la manipulation du marché de l'immobilier, achetant et vendant des propriétés grâce à des informations privilégiées. Anne est directement impliquée dans cette affaire, David. Non seulement elle te trompait, mais elle travaillait aussi avec Masterson et d'autres pour profiter illégalement de ces transactions, révéla Amy, son expression sérieuse reflétant la gravité de ce qu'elle disait. David a eu l'impression qu'un trou s'était ouvert dans sa poitrine. La douleur de la trahison personnelle n'était plus qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste de corruption et de tromperie. Ce n'est pas possible. Anne ne ferait pas une chose pareille, marmonne David, qui a du mal à accepter ce qu'il entend. David, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois te rendre à l'évidence. La vérité, c'est qu'Anne a des problèmes, et si tu n'agis pas, ça pourrait très mal se terminer pour nous deux, dit Amy, d'une voix ferme et résolue. David ressent un mélange d'émotions. Colère, tristesse, trahison, tout se mélangeait dans son cœur. Mais il savait qu'Amy avait raison. Il devait faire quelque chose, non seulement pour lui, mais aussi pour Anne. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demande David, la voix chargée de détermination. Amy le regarde, les yeux pleins de compassion. « Allons ensemble au bureau de Masterson. Nous devons le confronter et obtenir des preuves concrètes. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons décider de l'étape suivante. » David est d'accord. Il savait qu'il devait confronter Anne et Masterson, non seulement pour découvrir la vérité, mais aussi pour s'assurer que justice soit faite. Ensemble, ils se dirigent donc vers le bureau de Bradley Masterson, prêts à découvrir jusqu'où vont la trahison d'Anne et le système de corruption impliquant des personnes influentes de la ville. Le cœur battant, David et Amy s'approchent du bureau de Bradley Masterson. La tension était palpable, mais ils savaient qu'ils devaient aller de l'avant. Masterson était le lien crucial qui pourrait permettre de démasquer Anne et les autres personnes impliquées dans l'escroquerie. En entrant dans le bâtiment, David ressent un mélange de détermination et de nervosité. Amy le rassura d'un regard confiant et ils se dirigèrent vers l'ascenseur. Elle connaissait le chemin. Arrivés à l'étage de Masterson, ils sont accueillis par son assistante. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle en les regardant avec curiosité. « Nous sommes ici pour voir Monsieur Masterson, » dit Amy d'une voix ferme. « Il est occupé en ce moment. Avez-vous un rendez-vous » a-t-elle répondu, d'un air circonspect. « Non, mais il est très important que nous lui parlions tout de suite, » dit David, avec de l'urgence dans la voix. L'assistante hésite un instant, les évalue. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle se rendit dans le bureau de Masterson et revint quelques minutes plus tard, l'air grave. « Il va vous recevoir maintenant. » David et Amy suivirent l'assistante jusqu'à la porte de Masterson. Elle frappa à la porte puis l'ouvrit, leur permettant d'entrer. Masterson se tenait derrière son bureau, son expression oscillant entre la surprise et la suspicion. « Que faites-vous ici tous les deux » demanda-t-il d'une voix dure. David prit les devants, la voix tendue mais contrôlée. « Nous savons ce qui se passe, Masterson. Nous sommes au courant du plan. Nous savons pour Anne et ce dans quoi elle est impliquée. » Masterson regarde entre David et Amy, son expression se durcit encore plus. « Vous n'avez aucune preuve, » répond-il avec dédain. Amy intervient. Ferment. « Nous avons plus que des preuves, Masterson. Nous avons suffisamment d'informations pour dénoncer tout cela. » Masterson les fixa un instant, évaluant la situation. « Et que voulez-vous exactement ?» David prit une profonde inspiration, la détermination se lisant clairement dans ses yeux. « Nous voulons que vous et tous ceux qui sont impliqués dans cette escroquerie soient démasqués. Nous voulons la justice, Masterson. Et nous allons utiliser les médias pour y parvenir. » Masterson resta silencieux un moment, semblant réfléchir à ses options. Finalement, il soupira, l'air résigné.
Vous pensez avoir le contrôle, n'est-ce pas? Mais je vous préviens, ça ne va pas rester comme ça. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, dit-il avec une menace voilée dans la voix. David ne recule pas, nous en savons déjà assez, Masterson. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Masterson les regarda encore un moment, puis il hocha la tête, son expression se durcissant. Voyons ce que vous avez dans le ventre. C'est ainsi que David, Amy et Masterson acceptèrent de collaborer, chacun pour ses propres raisons. David était déterminé à faire éclater la vérité sur Anne et l'escroquerie, Amy était déterminé à faire en sorte que justice soit faite, et Masterson, eh bien, ses intentions étaient plus sombres, mais il savait qu'il était acculé. Ensemble, ils ont élaboré un plan pour exposer publiquement Anne, Masterson et Harold, avec l'aide d'amis et des médias. L'objectif était clair, faire éclater la vérité et faire triompher la justice. Le jour J est enfin arrivé. David, Amy et l'équipe des médias se sont rassemblés devant le bureau de Masterson, prêts à faire éclater la vérité. La tension était palpable alors qu'il attendait le bon moment pour agir. Amy, avec son équipement photo prêt à l'emploi, échange des regards nerveux avec David. Il ressent la pression, mais aussi la détermination à aller de l'avant. Il ne pouvait plus laisser la corruption et la trahison impunies. Soudain, le signal est donné. L'équipe d'amis commence à retransmettre en direct à la chaîne d'information locale. Elle ajuste la caméra et se concentre sur l'entrée du bâtiment. Les présentateurs de la chaîne décrivent la situation, informant les téléspectateurs que quelque chose d'important est sur le point de se produire. David et Amy sont entrés avec assurance dans le bâtiment, conduits par le service de sécurité jusqu'au bureau de Masterson. La porte s'ouvre avec un déclic, révélant Masterson, assis à son bureau avec une expression dure. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux » demanda-t-il avec un mélange de surprise et de colère. David prit les devants, le cœur battant. « Nous savons tout, Masterson. Et nous avons des preuves, dit-il en regardant Masterson droit dans les yeux. Amy filme tout avec sa caméra, tandis que les présentateurs décrivent la scène en direct. La tension augmente à chaque instant. Masterson, réalisant la gravité de la situation, commence à nier, mais David et Amy ne reculent pas. Ils disposaient de documents, d'enregistrements et de photos compromettants. La période de dénégation de Masterson touche à sa fin. Finalement, Amy a eu l'idée parfaite. « Bradley, explique au public ce que tu faisais avec Anne et Harold, dit-elle, sa voix ferme transmettant chaque mot à des milliers de téléspectateurs. Masterson se raidit, sans voix. Il regarde de David à Amy, puis à la caméra, réalisant qu'il n'y a plus moyen de cacher la vérité. Les images scandaleuses ont commencé à être diffusées à la télévision, révélant Anne et Harold dans des actes compromettants. Les réseaux d'information locaux ont tout capté, les images choquantes entrant dans les salons de milliers de personnes. David ressent une boule dans la gorge en voyant la vérité exposée si publiquement. Il savait qu'il ne pourrait plus faire marche arrière. Les présentateurs continuent à raconter, décrivant la réaction du public, l'indignation des citoyens et les répercussions de cette histoire. C'était un scandale que personne ne pouvait ignorer, qui secouait la ville et révélait la corruption qui se cachait dans les coulisses. David, Amy et l'équipe des médias ont atteint leur objectif. La vérité était enfin révélée et la justice commençait à être rendue. Anne a dû faire face aux conséquences de ses actes de manière abrupte et sévère. L'exposition publique du scandale a déclenché une série d'événements qui ont changé sa vie à jamais. Après la diffusion des images scandaleuses à la télévision, l'indignation du public a été immédiate. Les médias sociaux ont explosé de commentaires, de partages et de hashtags condamnant Anne, Harold et Masterson. La ville est en état de choc et les médias locaux enquêtent sur tous les détails du scandale. Le lendemain, les journaux ont publié des titres choquants. Anne était accusée d'avoir sollicité des gratifications illégales, parmi d'autres violations de la loi et de l'éthique. L'enquête a révélé un réseau complexe de corruption qui a affecté non seulement la réputation d'Anne, mais aussi sa carrière et sa liberté. Au tribunal,
Anne a écouté la lecture de la sentence avec des yeux larmoyants. Le juge a annoncé sa condamnation à une peine de 3 à 5 ans de prison d'État, assortie d'amendes substantielles pour fraude fiscale sur ses fonds secrets. La saisie de ses biens illégalement obtenus ne l'a pas mise à l'abri de poursuites fédérales. David a assisté à la sentence avec un mélange de soulagement et de regret. Bien que justice soit rendue, il ne peut s'empêcher de se souvenir des moments heureux qu'il ont partagés avant la trahison d'Anne. Son cœur se serre de voir son destin scellé de cette façon. Anne, désormais vêtue d'un uniforme de prisonnière, est escortée hors de la salle d'audience, entourée de journalistes et de photographes qui immortalisent chaque instant de sa chute. Elle évite de regarder David, sachant qu'il est là, témoin de sa chute du piédestal sur lequel il l'avait placé. Pour David, c'est une fin amère pour ce qui avait été un mariage heureux. Il doit maintenant relever le défi de reconstruire sa vie, en laissant derrière lui la femme qu'il avait aimée et en qui il avait confiance. La ville a continué à entendre parler du scandale. L'histoire est couverte au niveau national, les médias s'intéressant à tous les détails. Anne, qui était autrefois une figure respectée de la communauté, est désormais une criminelle condamnée, le visage de ce que la cupidité et la trahison peuvent faire à une personne. Pendant ce temps, David essayait de tourner la page. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il espérait que l'avenir lui apporterait un peu de réconfort et de paix après tout ce qui s'était passé. David est à la croisée des chemins. Après la condamnation d'Anne, il a été confronté à une décision difficile. Continuer à se battre pour un mariage qui semblait irrémédiablement brisé ou aller de l'avant, affronter l'inconnu et la douloureuse procédure de divorce. Ce qui avait été une relation pleine de promesses et d'amour était désormais entaché de trahison et de douleur. David s'est senti trahi non seulement par Anne, mais aussi par les sentiments qu'il éprouvait pour elle. Déterminé à ne pas chercher une réconciliation à l'amiable, David a choisi de se battre pour obtenir un divorce contentieux. Il voulait que justice soit faite. Il voulait qu'Anne subisse les conséquences de ses actes, non seulement devant la loi, mais aussi devant lui. En consultant un avocat expérimenté et agressif, David a été clair dès le départ. Il n'accepterait rien de moins que ce qu'il méritait. Il voulait un partage équitable des biens, il voulait protéger ses intérêts, et surtout, il voulait qu'Anne assume les conséquences émotionnelles de son comportement. La procédure de divorce a été longue et douloureuse. David a dû faire face à tous les détails de ce qu'Anne lui avait fait subir. Il a dû écouter Anne essayer de s'excuser, d'expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Au tribunal, David a tenu bon. Il en avait assez d'être le seul à subir les conséquences de l'infidélité d'Anne. Il veut que justice soit faite, il veut que le monde voie ce qu'Anne lui a fait. La bataille juridique est ardue, chaque partie se battant pour ses propres intérêts. David savait que la route serait difficile, mais il était déterminé à aller de l'avant, à repartir à zéro. David est finalement arrivé au terme d'un voyage tumultueux et épuisant sur le plan émotionnel. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, il s'est retrouvé submergé par un mélange de sentiments complexes, oscillant entre le soulagement et la tristesse. La fin de son mariage a marqué un tournant dans sa vie. D'une part, il a ressenti un énorme soulagement d'avoir enfin mis fin à une relation qui était devenue toxique et douloureuse. David n'avait plus à porter le poids de la trahison et de la méfiance. Il pouvait respirer à nouveau, libéré des liens qu'il avait enfermés dans un cycle de tromperie. D'un autre côté, la tristesse était inévitable. David avait investi tant de temps, d'énergie et d'émotion dans son mariage avec Anne. Ils avaient partagé des moments précieux, construit une vie et fait des projets pour l'avenir. Voir tout cela s'effondrer était douloureux et difficile à accepter. Cependant, David savait qu'il avait pris la bonne décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans une relation basée sur le mensonge et la trahison. Il méritait mieux, il méritait d'être heureux et de trouver la paix intérieure. L'expérience du divorce a été riche d'enseignements pour David. Il a beaucoup appris sur lui-même, sur ce qu'il était capable de supporter et sur ce qui comptait vraiment dans sa vie. Il a compris l'importance de faire confiance à son instinct, de rechercher la vérité et d'accorder de l'importance à son propre bien-être émotionnel. Aujourd'hui,
David commence à reconstruire sa vie. Il savait que ce serait un processus graduel, mais il était déterminé à aller de l'avant. Il s'est engagé à se concentrer sur lui-même, à redécouvrir ses passions et ses centres d'intérêt et à trouver le chemin du bonheur qu'il recherchait. En regardant en arrière, David était reconnaissant des leçons qu'il avait apprises, même si cela avait été difficile. Il était prêt à laisser le passé derrière lui et à embrasser un avenir plein de possibilités et de nouveaux départs.